Moi, je vais aborder la question par l'aspect énergétique. Et l'énergie est un élément important. Vous savez que c'est ce qui irrigue toute l'économie, toutes les productions, toutes les transformations. Mais je voudrais d'abord rappeler une chose qui paraît évidente. Un très ancien, très vieux concept, qui est celui de l'économie, de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Enfin, l'efficacité énergétique, c'est un concept un peu plus récent. Mais en fait, c'est ce qu'on appelait il y a 20 ans, il y a un peu plus même, il y a 40 ans, depuis les années 80, la maîtrise de l'énergie. Alors, la maîtrise de l'énergie, c'est une action sans regret. J'ai entendu tout à l'heure parler de changement climatique, des émissions de CO2 qui est liée à la consommation d'énergie. Mais même s'il n'y avait pas ça, il faudrait faire des économies. Et puis aussi, de révision et d'actualisation de ces textes pour qu'ils accompagnent les transformations qui s'opèrent. Donc nous avons pour le bâtiment, et vous le savez, c'est la réglementation thermique de la construction au Maroc. C'est un décret adossé au règlement général de construction, avec un logiciel qui a été mis en place par l'agence, l'AME, à la disposition des architectes, mais ils ont d'autres outils beaucoup plus performants aussi. Depuis 2015, cette réglementation existe. Si l'efficacité énergétique, et je termine avec ça, si l'efficacité énergétique, sa définition mondiale, c'est de répondre aux mêmes besoins avec le minimum d'énergie, le deuxième niveau serait d'interroger le besoin. Avons-nous besoin de chauffer à 22 degrés toutes les pièces où on peut se compter de 19 degrés? Et là, c'est un autre sujet, c'est la sobriété énergétique et non pas l'efficacité. Et merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Sebin Yahia pour ce... Au nom de la FMCI. FMCI, d'accord. Alors, rapidement, j'ai 2 ou 3 messages à faire passer. Je vais essayer de cadrer un peu la construction durable dans le cadre de la thématique d'aujourd'hui. Ah, très bien. De la thématique d'aujourd'hui et faire 2 ou 3 messages qui sont, à mon avis, et je pense qu'on partage cet avis au niveau de notre fédération, ces 3 points ils sont très importants pour la suite de la réalisation de cette démarche. Alors, je commence par quelques définitions. Alors, développement durable, comme vous le savez tous, vise à répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. Les matériaux éco-responsables réduisent l'impact environnemental tout en assurant la qualité et la durabilité des constructions. On va voir le lien tout à l'heure. Je passe rapidement les définitions. C'est tout d'abord aborder les problèmes d'une manière différente. C'est-à-dire que la réflexion, elle doit être sur le long terme et non pas sur le court terme. Et si je me plonge dans la construction durable, il faut que dans le cadre des décisions qui sont prises au moment de la conception et de la réalisation du bâtiment, il faut que j'intègre tout le cycle de vie du bâtiment. Là, ce sont les différentes voies de valorisation, bien d'utilisation, de développement des matériaux éco-responsables sur les grands chantiers. La première voie, c'est la valorisation des matériaux. Donc, ça consiste à adapter la conception de l'ouvrage aux matériaux du site. C'est le cas, par exemple, des barrages. Donc, les concepteurs doivent tâcher à ce que l'ouvrage soit construit avec les matériaux du site et non pas l'inverse, et non pas prescrire des matériaux qui n'ont rien à voir avec les possibilités qu'offre la région du projet. Et puis après, il y a les techniques de traitement des sols pour améliorer leur performance. Deuxième famille de développement, c'est le recyclage des produits, des sous-produits industriels. Donc, c'est le cas des centres volants, des produits de démolition, des scories qu'on peut valoriser dans l'industrie du béton, des fraiseurs de chaussée qu'on peut utiliser dans la construction routière. Et puis, la troisième famille de voies, c'est l'application de l'approche performancielle, notamment pour la durabilité des bétons, donc, qui permet d'optimiser les dosages en ciment, de favoriser l'emploi des granulats locaux et puis de favoriser l'utilisation des ciments locaux et bas carbone.
Là, je vais présenter quelques cas concrets. Ça, le cas du port d'Dakhla. Donc, il y a un cas très inspirant, donc, sur lequel on a valorisé. Donc, c'est un projet qui a, donc, dont le besoin en matériaux est de 12 millions de mètres cubes face à une région du projet qui est très pauvre en matériaux de construction. Donc, les réserves sont très limitées, avec une qualité vraiment limitée. Donc d'abord, décarboner les opérations. Il y a construire mieux avec moins, donc on peut le faire. On peut développer des produits qui peuvent, sans aucun compromis sur la qualité, peuvent assurer une optimisation de la quantité. Il y a des bétons pour lesquels l'épaisseur peut être moindre, mais assurer un niveau de résistance équivalent au béton standard. Là aussi, il y a des ciments des ciments et des bétons verts qui sont développés. Et je pense que même l'évolution de la réglementation avec la norme ciment bas carbone va certainement et sans aucun doute aider à décarboner davantage en ramenant des produits qui peuvent avoir moins d'impact. Ça, c'est pour le deuxième axe. Troisième axe, c'est tout ce qui est en lien avec le bâtiment. C'est que même si on fait des choses sur les opérations et sur les produits, ce n'est pas suffisant. Il y a l'enveloppe du bâtiment tout entière. Et donc l'enveloppe intègre d'autres éléments. Et si on ne les fait pas, il y a les ponts thermiques. Et bon, le fait de décarboner le ciment, le béton n'est pas suffisant. Il faut décarboner, il faut ramener d'autres solutions pour pouvoir assurer l'efficacité énergétique requise dans le bâtiment. Quatrième axe, et n'est pas des moindres, c'est tout ce qui est en lien avec la construction circulaire, la réutilisation, enfin faire du neuf avec du vieux, c'est possible. Ça permet de baisser un peu la pression sur les ressources naturelles et ça permet de construire durablement. Donc pour commencer un petit peu de contexte, on a vu qu'il y a des enjeux pour la partie construction qui sont toujours majeurs dans le monde. Le béton reste et restera le matériau de construction numéro 1 grâce à sa disponibilité, grâce à son coût modéré, sa facilité d'utilisation. Et donc, le béton doit aussi faire sa part et donc participer à proposer des solutions plus durables. Donc, différentes possibilités pour ça. On a bien sûr les bétons bas carbone. On va tendre vers un béton zéro carbone. On a aussi des bétons utilisant des matières recyclées. On l'a vu précédemment. C'est aussi une des voies pour limiter l'utilisation des ressources naturelles. Et puis, le béton, ce n'est pas qu'un béton structurel. On peut aussi étendre son utilisation en allant vers des bétons multifonctions qui vont intégrer d'autres possibilités dans les infrastructures. On a aussi la possibilité de mieux utiliser le béton, donc utiliser le bon matériau au bon endroit en optimisant la partie typiquement structurelle et mettre le bon choix de ces matériaux. Ça contribue à construire plus durable en limitant l'utilisation de ces matériaux. Par exemple, lorsqu'on parle de la région orientale, on a une fibre très très intéressante qui est la fibre Hilfa, par exemple. Et on a développé pas mal de produits. On a développé des brevets aussi, ce qu'on appelle béton Hilfa. Mais le problème, c'est qu'on doit collaborer avec les prescripteurs bâtiments. C'est ça l'objectif, c'est collaborer avec les industriels, collaborer avec les prescripteurs, soit les architectes, les autorités publiques, pour donner vie à ce type de matériaux de construction. Ça, c'est à l'échelle de l'oriental. On a aussi la perlite. Au niveau de l'oriental, à Nador, on peut développer des matériaux de haute isolation thermique et acoustique, mais il faut trouver des ponts entre académiciens et industriels. Donc voilà, c'est un travail très très récent par notre équipe. Et notre objectif, c'est de développer des isolants biosourcés. On a développé des isolants biosourcés avec des fibres végétales. L'étude, donc, il porte sur l'utilisation de plusieurs formulations, le défibrage, etc. Mais cette étude a porté sur deux choses principales. La première chose, c'est l'utilisation des fibres, le défibrage. Mais la deuxième des choses, c'est l'utilisation d'un liant biosourcé. Parce qu'actuellement, il faut travailler sur le liant, les additifs utilisés soit dans le bois, soit dans les matériaux d'isolation. Pour M. Charaï, ça fait des années qu'on travaille sur des projets qui nécessitent, quand on parle durabilité, automatiquement on a besoin de matériaux.
Alors là derrière, en fait, sur le côté recherche et développement, on voit très bien qu'il y a beaucoup de champs en fait, sur lesquels on peut travailler et surtout il y a beaucoup de questions d'optimisation et là-dessus, en fait, le monde académique. Alors, presque tous les projets sortent avec une conception unique et ça, c'est très limitatif et ça réduit les chances d'introduire les choses nouvelles. On est à la veille de la taxe carbone qui va rentrer en vigueur début janvier 2026. Et ici, Missaoui, il a parlé d'un point clé stratégique. C'est-à-dire nous devons travailler ensemble et mettre en place un écosystème pour aller vers l'avant, pour se préparer à cette taxe carbone. Comment, à travers les différents institutionnels, notre organisme de normalisation, l'IMANOR, LP2E et ministère de l'équipement et de l'eau, d'accompagner l'ensemble des opérateurs de distribution. J'aurais dû entendre parler des nouvelles techniques d'isolation thermique par les laines de roche, les laines de verre et les polystyrènes. J'aurais dû au moins entendre des monomures et, pour les murs et les chapes, telles que les rayons, telles que la chape à base de pierre ponce. Dupliquer ce type d'événement. Je vais principalement rebondir sur les différentes interventions.